Chapitre 5, petit 4. Mais le plus merveilleux était qu'il y eut là, debout sur le dos rond de la planète, entre ce linge aimanté et ses étoiles, une conscience d'homme dans laquelle cette pluie put se réfléchir comme dans un miroir. Sur une assise de minéraux, un songe est un miracle. Et je me souviens d'un songe. Échoué ainsi une autre fois dans une région de sable épais, j'attendais l'aube. Les collines d'or offraient à la lune leurs versants lumineux et des versants d'ombre montaient jusqu'aux lignes de partage de la lumière. Sur ce chantier désert d'ombre et de lune régnait une paix de travail suspendue et aussi un silence de piège au cœur duquel je m'endormis. Quand je me réveillai, je ne vis rien que le bassin du ciel nocturne, car j'étais allongé sur une crête, les bras en croix, et face à ce vivier d'étoiles. N'ayant pas compris encore quelles étaient ces profondeurs, je fus pris de vertige, faute d'une racine à quoi me retenir, faute d'un toit, d'une branche d'arbre entre ces profondeurs et moi, déjà délié, livré à la chute comme un plongeur. Mais je ne tombais point. De la nuque au talon, je me découvrais noué à la terre. J'éprouvais une sorte d'apaisement à lui abandonner mon poids. La gravitation m'apparaissait souveraine comme l'amour. Je sentais la terre étayer mes reins, me soutenir, me soulever, me transporter dans l'espace nocturne. Je me découvrais appliqué à l'astre par une pesée semblable à cette pesée des virages qui vous applique au char. Je goûtais cet épaulement admirable, cette solidité, cette sécurité, et je devinais sous mon corps ce pont courbe de mon navire. J'avais si bien conscience d'être emporté que j'eusse entendu sans surprise monter du fond des terres la plainte des matériaux qui se réajustent dans l'effort, ce gémissement des vieux voiliers qui prennent leur gîte, ce long cri aigre que font les péniches contrariées. Mais le silence durait dans l'épaisseur des terres. Mais cette pesée se révélait dans mes épaules harmonieuse, soutenue, égale pour l'éternité. J'habitais bien cette patrie, comme les corps des galériens morts, lestés de plomb, le fond des mers, et je méditais sur ma condition, perdu dans le désert et menacé, nu, entre le sable et les étoiles, éloigné des pôles de ma vie par trop de silence, car je savais que j'userais à les rejoindre des jours, des semaines, des mois, si nul avion ne me retrouvait, si les morts demain ne me massacraient pas. Ici, je ne possédais plus rien au monde. Je n'étais rien qu'un mortel, égaré entre du sable et des étoiles, conscient de la seule douceur de respirer. Et cependant, je me découvris plein de songes. Ils me vinrent sans bruit comme des eaux de source, et je ne compris pas tout d'abord la douceur qui m'envahissait. Il n'y eut point de voix, d'image, mais le sentiment d'une présence, d'une amitié très proche et déjà à demi devinée. Et puis je compris et m'abandonnai les yeux fermés aux enchantements de ma mémoire. Il était quelque part un parc chargé de sapins noirs et de tilleuls, et une vieille maison que j'aimais. Peu importait qu'elle fût éloignée ou proche, qu'elle ne pût ni me réchauffer dans ma chair, ni m'abriter, réduite ici au rôle de songe. Il suffisait qu'elle existât pour remplir ma nuit de sa présence. Je n'étais plus ce corps échoué sur une grève, je m'orientais. J'étais l'enfant de cette maison, plein du souvenir de ses odeurs, plein de la fraîcheur de ses vestibules, plein des voix qui l'avaient animé. Et jusqu'au chant des grenouilles dans les mares qui venaient ici me rejoindre, j'avais besoin de ces 1000 repères pour me reconnaître moi-même, pour découvrir de quelles absences était fait le goût de ce désert,
pour trouver un sens à ce silence, fait de 1000 silences, où les grenouilles même se taisaient. Non, je ne logeais plus entre le sable et les étoiles. Je ne recevais plus du décor qu'un message froid. Et ce goût, même, d'éternité que j'avais cru tenir de lui, j'en découvrais maintenant l'origine. Je revoyais les grandes armoires solennelles de la maison. Elles s'entr'ouvraient sur des piles de draps blancs comme neige. Elles s'entr'ouvraient sur des provisions glacées de neige. La vieille gouvernante trottait comme un rat de l'une à l'autre, toujours terrifiant, vérifiant, dépliant, repliant, recomptant le linge blanchi et s'écriant « Ah mon Dieu, quel malheur !» à chaque signe d'une usure qui menaçait l'éternité de la maison. Aussitôt courant se brûler les yeux sous quelques lampes, à réparer la trame de ses nappes d'autel, à ravauder ses voiles de 3 mâts, à servir je ne sais quoi de plus grand qu'elle, un dieu ou bien un navire. Je te dois bien une page. Quand je rentrais de mes premiers voyages, mademoiselle, je te retrouvais l'aiguille à la main, noyée jusqu'aux genoux dans tes surplis blancs, et chaque année un peu plus ridée, un peu plus blanchie, préparant toujours de tes mains ces draps sans plis pour nos sommeils, ces nappes sans couture pour nos dîners, ces fêtes de cristaux et de lumière. Je te visitais dans la lingerie, je m'asseyais en face de toi, je te racontais mes périls de mort pour t'émeuvoir, pour t'ouvrir les yeux sur le monde, pour te corrompre. Je n'avais guère changé, disais-tu. Enfant, je trouais déjà mes chemises. Ah, quel malheur! Et je m'écorchais aux genoux. Puis je revenais à la maison pour me faire penser comme ce soir. Mais non, 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 mademoiselle. Ce n'était plus du fond du parc que je rentrais, mais du bout du monde. Et je ramenais avec moi l'odeur âcre des solitudes, le tourbillon des vents de sable, les lunes éclatantes des tropiques. Bien sûr, me disais-tu, les garçons courent, se rompent les os et se croient très forts. Mais non, mais non, mais non, mademoiselle, j'ai vu plus loin que ce parc. Si tu savais comme ces ombrages sont peu de choses, qu'ils semblent bien perdus parmi les sables, les granites, les forêts vierges, les marais de la terre. Sais-tu seulement qu'il est des territoires où les hommes, s'ils vous rencontrent, épaulent aussitôt leurs carabines? Sais-tu même qu'il est des déserts où l'on dort, dans la nuit glacée, sans toit, mademoiselle, sans lit, sans drap? Ah, barbare, disais-tu. Je n'entamais pas mieux sa foi que je n'eusse entamé la foi d'une servante d'église. Et je plaignais son humble destinée qui la faisait aveugle et sourde. Mais cette nuit, dans le Sahara, nu entre le sable et les étoiles, je lui rendis justice. Je ne sais pas ce qui se passe en moi. Cette pesanteur me lie au sol quand tant d'étoiles sont aimantées. Une autre pesanteur me ramène à moi-même. Je sens mon poids qui me tire vers tant de choses. Mes songes sont plus réels que ces dunes, que cette lune, que ces présences. Ah, le merveilleux d'une maison n'est point qu'elle vous abrite ou vous réchauffe, ni qu'on en possède les murs, mais bien qu'elle ait lentement déposé en nous ses provisions de douceur. Qu'elle forme dans le fond du cœur ce massif obscur dont naissent, comme des eaux de source, les songes. Mon Sare, te voilà tout entier, enchanté par une fileuse de laine. Chapitre 5. Oasis. Je vous ai tant parlé du désert qu'avant d'en parler encore, j'aimerais décrire une oasis. Celle dont me revient l'image n'est point perdue au fond du Sahara, mais un autre miracle de l'avion est qu'il vous plonge directement au cœur du mystère.
Vous étiez ce biologiste étudiant, derrière le hublot, la fourmilière humaine. Vous considériez d'un cœur sec ces villes assises dans leur plaine, au centre de leur route qui s'ouvre en étoiles et les nourrissent, ainsi que des artères, du suc des champs. Mais une aiguille a tremblé sur un manomètre, et cette touffe verte, là, en bas, est devenue un univers. Vous êtes prisonnier d'une pelouse dans un parc endormi. Ce n'est pas la distance qui mesure l'éloignement. Le mur d'un jardin de chez nous peut enfermer plus de secrets que le mur de Chine, et l'âme d'une petite fille est mieux protégée par le silence que ne le sont, par l'épaisseur des sables, les oasis sahariennes. Je raconterai une courte escale quelque part dans le monde. C'était près de Concordia, en Argentine, mais bon, c'eût pu être partout ailleurs. Le mystère est ainsi répandu. J'avais atterri dans un champ, et je ne savais point que j'allais vivre un conte de fées. Cette vieille Ford dans laquelle je roulais n'offrait rien de particulier, ni ce ménage paisible qui m'avait recueilli. « Oh, nous vous logerons pour la nuit !» Mais un tournant de la route se développa, au clair de lune, un bouquet d'arbres, et derrière ces arbres, cette maison, et une bien étrange maison, trapue, massive, presque une citadelle. Château de légende qui offrait, dès le porche franchi, un abri aussi paisible, aussi sûr, aussi protégé qu'un monastère. Alors apparurent deux jeunes filles. Elles me dévisagèrent, gravement, comme deux juges postés au seuil d'un royaume interdit. La plus jeune fit une moue et tapota le sol d'une baguette de bois vert. Et puis, les présentations faites, elles me tendirent la main sans dire un mot, avec un air de curieux défi, et disparurent. J'étais amusé, charmé aussi. Tout cela était simple, silencieux et furtif comme le premier mot d'un secret. « Elles sont sauvages, » dit simplement le père, et nous entrâmes. J'aimais, au Paraguay, cette herbe ironique qui montre le nez entre les pavés de la capitale, qui, de la part de la forêt vierge invisible, mais présente, vient voir si les hommes tiennent toujours la ville, si l'heure n'est pas venue de bousculer un petit peu toutes ces pierres. J'aimais cette forme de délabrement qui n'exprime qu'une trop grande richesse. Mais ici, je fus émerveillé, car tout y était délabré, et adorablement, à la façon d'un vieil arbre couvert de mousse que l'âge a un peu craquelé, à la façon du banc de bois où les amoureux vont s'asseoir depuis une dizaine de générations. Les boiseries étaient usées, les vantaux rongés, les chaises bancales, mais si l'on ne réparait rien, on nettoyait, ici avec ferveur. Tout était propre, ciré, brillant. Le salon en prenait un visage d'une intensité extraordinaire, comme celui d'une vieille qui porte des rides. Craquelure des murs, déchirure du plafond. J'admirais tout. Et par-dessus tout, ce parquet effondré ici, branlant là-bas, comme une passerelle, mais toujours astiqué, verni, lustré. Une curieuse maison. Elle n'évoquait aucune négligence, aucun laisser-aller, mais un extraordinaire respect. Chaque année ajoutait sans doute quelque chose à son charme, à la complexité de son visage, à la ferveur de son atmosphère amicale, comme d'ailleurs au danger du voyage qu'il fallait entreprendre pour passer du salon à la salle à manger. Attention! Oui, c'était un trou. On me fit remarquer que dans un trou pareil, je me fusse aisément rompu les jambes. Ce trou, personne n'en était responsable. C'était l'œuvre du temps. Il avait une allure très grand seigneur, ce souverain mépris pour toute excuse. On ne me disait pas « Nous pourrions boucher tous ces trous, nous sommes riches », mais on ne me disait pas non plus, ce qui était pourtant la vérité, « Nous louons ça à la ville pour 30 ans. C'est à elle de réparer. » Et chacun s'entête. On dédaignait les explications et tant d'aisance m'enchantait.
Tout au plus, on me fit remarquer, oui, c'est un petit peu délabré, oui, mais cela d'un ton si léger que je soupçonnais mes amis de ne point trop s'en attrister. Voyez-vous une équipe de maçons, de charpentiers, d'ébénistes, de plâtriers étalés dans un tel passé, leur outillage sacrilège, et vous refaire dans les 8 jours une maison que vous n'aurez jamais connue, où vous vous croirez en visite, une maison sans mystère, sans recoin, sans trappe sous les pieds, sans oubliette, une sorte de salon d'hôtel de ville. C'était tout naturellement qu'avaient disparu les jeunes filles dans cette maison à escamotage. Que devaient être les greniers, quand le salon déjà contenait les richesses d'un grenier? Quand on y devinait déjà que du moindre placard entr'ouvert crouleraient des liasses de lettres jaunes, des quittances de l'arrière-grand-père, plus de clés qu'il n'existe de serrures dans la maison et dont naturellement aucune ne s'adapterait à aucune serrure. Clés merveilleusement inutiles, qui confondent la raison et qui font rêver à des souterrains, à des coffrets enfouis, à des louis d'or. Passons à table, voulez-vous? Nous passions à table. Je respirais d'une pièce à l'autre, répandue comme un encens, cette odeur de vieille bibliothèque qui vaut tous les parfums du monde. Et surtout, j'aimais le transport des lampes, de vraies lampes lourdes, que l'on charriait d'une pièce à l'autre comme aux temps les plus profonds de mon enfance, et qui remuaient au mur des ombres merveilleuses. On soulevait en elles des bouquets de lumière et des palmes noires. Et puis, une fois les lampes bien en place, s'immobilisaient les plages de clarté, ces vastes réserves de nuit tout autour où craquaient les bois. Les 2 jeunes filles réapparurent aussi mystérieusement, aussi silencieusement qu'elles s'étaient évanouies. Elles s'assirent à table avec une certaine gravité. Elles avaient sans doute nourri leurs chiens, leurs oiseaux, ouvert leurs fenêtres à la nuit claire et goûté dans le vent du soir l'odeur des plantes. Maintenant, dépliant leurs serviettes, elles me surveillaient du coin de l'œil avec une certaine prudence, se demandant si elles me rangeraient ou non au nombre de leurs animaux familiers. Car elles possédaient aussi un iguane, une mangouste, un renard, un singe et des abeilles. Tout cela vivant pêle-mêle, s'entendant à merveille, composant un nouveau paradis terrestre. Elles régnaient sur tous les animaux de la création, les charmant de leurs petites mains, les nourrissant, les abreuvant et leur racontant des histoires que, de la mangouste aux abeilles, ils écoutaient. Et je m'attendais bien à voir 2 jeunes filles si vives mettre tout leur esprit critique, toute leur finesse à porter sur leur vis-à-vis masculin, un jugement rapide, secret et définitif. Dans mon enfance, mes sœurs attribuaient ainsi des notes aux invités, qui, pour la première fois, honoraient notre table. Et lorsque la conversation tombait, on entendait soudain dans le silence retentir un « 11 » dont personne, sauf mes sœurs et moi, ne goûtait le charme. Mon expérience de ce jeu me troublait un peu, et j'étais d'autant plus gêné de sentir mes juges si avertis. Juges qui savaient distinguer les bêtes qui trichent des bêtes naïves, qui savaient lire au pas de leur renard s'il était ou non d'humeur abordable, qui possédaient une aussi profonde connaissance des mouvements intérieurs. J'aimais ces yeux si aiguisés et ces petites âmes si droites, mais j'aurais tellement préféré qu'elles changeassent de jeu. Bassement pourtant et par peur du 11, je leur tendais le sel, je leur versais le vin, mais je retrouvais en levant les yeux leur douce gravité de juge que l'on n'achète pas. La flatterie, même, eût été vaine. Elles ignoraient la vanité, mais non le bel orgueil, et pensaient d'elles, sans mon aide, plus de bien que je n'en aurais osé dire. Je ne songeais même pas à tirer prestige de mon métier, car il est autrement audacieux de se hisser jusqu'aux dernières branches d'un platane, et cela simplement pour contrôler si la nichée d'oiseau prend bien ses plumes, pour dire bonjour aux amis. Et mes 2 fées, silencieuses, surveillaient toujours si bien mon repas,
je rencontrais si souvent leur regard furtif que j'en cessais de parler. Il se fit un silence, et pendant ce silence, quelque chose siffla légèrement sur le parquet, bruissa sous la table, et puis se tut. Je levai les yeux, intrigué. Alors, sans doute satisfaite de son examen, mais usant de la dernière pierre de touche et mordant dans son pain de ses jeunes dents sauvages, la Cadette m'expliqua simplement avec une candeur dont elle espérait bien d'ailleurs stupéfier le barbare, si toutefois j'en étais un. C'est les vipères, et se tut, satisfaite, comme si l'explication eût dû suffire à quiconque n'était pas trop sot. Sa sœur glissa un coup d'œil en éclair pour juger mon premier mouvement, et toutes les deux penchèrent vers leur assiette le visage le plus doux et le plus ingénu du monde. « Ah, c'est les vipères. » Naturellement, ces mots m'échappèrent. Ça avait glissé dans mes jambes, ça avait frôlé mes mollets, et c'était des vipères. Heureusement pour moi, je souris. Et sans contrainte, elle l'eût senti. Je souris parce que j'étais joyeux, parce que cette maison, décidément, à chaque minute me plaisait plus, et parce que aussi j'éprouvais le désir d'en savoir plus long sur les vipères. L'aînée me vint en aide. « Elles ont leur nid dans un trou, sous la table. » « Vers 10 heures du soir, elles rentrent, » ajouta la sœur. « Le jour, elles chassent. » À mon tour, à la dérobée, je regardais ces jeunes filles. Leur finesse, leur rire silencieux derrière le paisible visage, et j'admirais cette royauté qu'elles exerçaient. Aujourd'hui, je rêve. Tout cela est bien lointain. Que sont devenues ces deux fées? Sans doute se sont-elles mariées. Mais alors ont-elles changé? Il est si grave de passer de l'état de jeune fille à l'état de femme. Que font-elles dans une maison neuve? Que sont devenues leurs relations avec les herbes folles et les serpents? Elles étaient mêlées à quelque chose d'universel. Mais un jour vient où la femme s'éveille dans la jeune fille. On rêve de décerner enfin un 19. Un 19 pèse au fond du cœur. Alors un imbécile se présente. Pour la première fois, des yeux si aiguisés se trompent et l'éclairent de belles couleurs. L'imbécile, s'il dit des vers, on le croit poète. On croit qu'il comprend les parquets troués. On croit qu'il aime les mangoustes. On croit que cette confiance le flatte d'une vipère qui se dandine sous la table entre ses jambes. On lui donne son cœur, qui est un jardin sauvage, à lui qui n'aime que les parcs soignés. Et l'imbécile emmène la princesse en esclavage.